le webinaire, c'en est un exemple. Vous donnez les informations et aussi vous expliquez comment concrètement on rend ce soutien-là. Alors, on espère que l'on va être à la hauteur pour vous donner toutes ces informations et aussi répondre à vos questions. Je te laisse poursuivre. Est-ce que tu veux présenter un peu le déroulement? Oui, je vais le faire avec plaisir. Alors, le webinaire est organisé avec ce qui est présenté, avec l'ordre qui est présenté à l'écran. Alors, donc, on va parler de l'appel de projet du 15 mai, évidemment. Comme vous savez, l'IRCM est financé en ce moment par le ministère de l'Éducation, le MEC, et c'est le seul bailleur de fonds. Donc, les exigences, ce sont des exigences qui proviennent du ministère de l'Éducation et l'IRCM a ajouté certaines exigences. On va vous les expliquer. Tous les documents requis pour que vous soyez au courant. Et comme je vous mentionnais au tout début, on ajoute du soutien. On va vous donner les grandes lignes de ce soutien-là que l'on offre aux responsables et ensuite ce qui s'en vient. Maintenant, on termine avec les questions, mais les questions vous pouvez lever la main à chacune des étapes, il n'y a aucun problème. Oui, et d'ailleurs, à ce sujet-là, Chantal, des fois, moi, je ne vois plus les mains lorsque j'explique. Fait que si tu peux m'arrêter là, si tu vois des mains qui sont levées. Oui, oui, avec plaisir, je vais faire je vais donner les droits de parole. Parfait. Donc, je vais poursuivre avec la description brièvement de l'appel de projet du 15 mai. Donc, on dit le 15 mai parce que c'est le 15 mai qu'il faut envoyer le tout au ministère. Donc, c'est la date de dépôt au ministère. La date de dépôt de vos documents à l'IRCM, la date limite, c'est le 8 avril à minuit. Donc, il reste à peu près un mois. La recommandation des projets au ministère, comme je disais, ça va être le 15 mai 2022. Est-ce que c'est possible de faire un dépôt pour plus qu'une année à cet appel de projet-ci? Malheureusement, non. C'est vraiment seulement pour l'année 22-23. Donc, juste une parenthèse, l'IRCM, l'entente qu'on a avec le ministère était pour 20-23. Donc, nous, en théorie, notre financement se termine au 30 juin 2023. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucun projet là, qui peut aller sur plus qu'une année. Et c'est pour ça aussi que le point d'ensuite, la date limite de fin des projets, c'est le 30 juin. Donc, les dépenses doivent être engagées et les activités doivent avoir été réalisées au 30 juin. Dans les autres appels de projet, on allait jusqu'au 31 août. Mais là, c'est important de noter que vu que c'est comme la fin de l'entente avec le ministère, tout s'arrête là, où les dates limites, c'est vraiment le 30 juin. Donc, les projets ne peuvent pas se poursuivre, autrement dit, pour la période estivale. Le délai de réponse du MEC, il y en a plusieurs parmi vous qui ont déjà eu des projets avec nous. Ça peut varier là, de 4 à 8 semaines. Parfois, c'est comme là, l'appel de février, ça a été quand même assez rapide. Je pense que c'était à peine même pas 4 semaines, alors que d'autres fois, ça peut prendre plus le 4-6 semaines. Quand il y a des projets de 50 000 et plus, ça s'en va au Conseil du Trésor. Et là, on peut aller jusqu'à plusieurs semaines. C'est pas très constant, les réponses, malheureusement, quand les projets dépassent le 50 000 et plus. Je reviens au niveau du montant minimum. On demande un 10 000 de minimum pour les projets en persévérance scolaire et réussite éducative. Puis, il y a une reddition de compte, là, comme à chaque année, peu importe l'appel de projet, qui va être au 30 septembre 2023. L'autre chose qui est important de mentionner, c'est que, comme je vous disais, nous, on a eu un financement 2023. Et de ça, il fallait répartir en tout cas à chaque année. Et ce qui fait que là, on a un budget restant pour l'appel de mai. Mais évidemment, pour ceux qui sont avec nous depuis un moment, on fait parfois plusieurs appels de projet dans une même année. Mais si le budget, la balance qui reste est toute
octroyés pour l'appel de mai. Il n'y aura pas d'autres d'appel de projet pour l'année 22-23. Exemple, là, mettons que c'est 700 000 de budget puis on a des demandes pour 500 000 et qui sont toutes recevables, bien, il restera un 200 000. Probablement qu'on ira en appel de projet en novembre. Par contre, si on passe tout le 700 000, bien, ça va arrêter à l'appel du mois de mai. Fait que ça, c'est important de garder ça en tête pour ceux qui sont habitués des fois de déposer ou de se fier à une autre date pour déposer leur projet. L'avantage avec l'appel du mois de mai, c'est que vous couvrez vraiment l'année complète, l'année scolaire, là. Fait que, avec des réponses qui vont arriver probablement là, juin, juillet maximum, on se croise les doigts. Donc, vous pouvez commencer en septembre là, puis jusqu'au mois de juin. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces éléments-là? Si tu me permets, oui, il y a une question, mais je ne vois pas le nom. Il n'y a pas le Myriam. nom. C'est Myriam, je pense. Myriam, oui. Oui, exact. Ma question, c'est pour un projet de 50 000 et plus, ça prend l'approbation du Conseil du Trésor. Est-ce que faut déjà l'avoir pour le 8 avril ou ça peut être après le 8 avril? Juste parce que je sais que vous dites qu'il y a des délais de peut-être 2-3 semaines. En fait, le 8 avril, en tant que vous, les organismes, vous déposez vos projets à l'IRCM. C'est l'IRCM qui envoie le tout au ministère et lui, quand il voit les projets de 50 000 et plus, c'est lui qui les envoie au Conseil du Trésor. Mais les délais sont très longs. Là. Si on a l'exemple, on en a eu 3 projets en haut de 50 000 dans l'appel de projet du 15 novembre et on a reçu les réponses mi-février, Manon, à peu près. Oui. Alors, novembre à décembre, à janvier, à février, ça a été au moins 3 mois. C'était la première fois que c'était aussi long, là, mais fait que j'aime mieux pas rien m'avancer sur rien par rapport à ça. On n'a rien écrit, on peut juste vous dire que c'est plus long que le 4 à 8 semaines. Là. Mm-hmm. Il y a Mme Caron qui avait la main levée tantôt. Oui. Vous dites que l'entente avec l'IRCM finit en 2023. Est-ce que le ministère de l'Éducation peut poursuivre un autre 3 ans d'entente? C'est dans les airs en ce moment, là, dans le sens qu'il y a eu une évaluation des IRC qui a été faite. Si vous voulez aller sur notre site maintenant, merci Manon, ça a été vite ce matin, ça s'est fait. Alors, cette évaluation-là démontre clairement que les IRC au Québec sont pertinentes. On a notre rôle à jouer, puis c'est une évaluation très, très rigoureuse qui a été faite. Alors, devant ça, le ministère et le réseau des IRC sont en train de négocier pour qu'on ait une réponse. La date prévue, c'est en mai 23 pour de 23 à 26. Mais est-ce qu'on va avoir cette réponse-là en mai 23? Des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais on espère que ça va se faire aussi rapidement, qu'on puisse informer rapidement tout le monde, là. Moi, je peux témoigner, en tout cas, que depuis qu'on a des appels de projet avec vous, là, IRCM, nous, là, on a donné beaucoup de services aux enfants, aux familles. Puis c'est sûr qu'une année électorale. Fait que moi, je me dis, ben nous, on connaît nos députés. Est-ce que vous nous permettez qu'on leur en parle? Ah, certainement. Certainement. Là, nous, de notre côté, on va commencer à en parler aussi comme IRCM. Oui. Puis les IRC de leur côté également. Merci. Olivier. Olivier. Oui, je me demandais, c'est quoi le statut des IRC? Est-ce que c'est un organisme paragouvernemental? Comment ça fonctionne? C'est dépendant des IRC. On n'a pas toutes les mêmes structures. Alors, l'IRCM, pour la Montérégie, c'est un organisme à but non lucratif qui est reconnu, là, qui a été enregistré à l'automne 2017. Et donc, en étant au BNL, on a un conseil d'administration distinct composé de 14 membres. Si vous voulez voir la composition du conseil, c'est sur notre site également. Et donc, ça, c'est la composition de l'IRCM. Maintenant, il y a d'autres IRC qui ne sont pas reconnus comme au BNL, puis qui sont... qui ont des organismes fiduciaires qui sont souvent des centres de services scolaires. Ça varie. Il y a 19 IRC, dont 18 qui sont membres du réseau.
Et la tendance est plus d'avoir la structure comme celle de l'IRCM, au BNL reconnu, avec un conseil d'administration distinct. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je ne vois pas d'autres mains. Madame Caron, est-ce que c'est une nouvelle main? C'est bon. Donc, je vais poursuivre avec les critères d'admissibilité. Dans le fond, pour ceux qui ont déjà eu des appels de projet, là, c'est pas mal les mêmes critères qui reviennent toujours, mais je vais quand même vous les mentionner. Donc, l'organisme qui dépose le projet, donc l'organisme fiduciaire, doit être un organisme à but non lucratif avec un numéro d'entreprise du Québec. Puis ça, c'est vérifié. Moi, je fais une vérification avant de l'envoyer au ministère, mais le ministère refait ses vérifications. Fait que ça, assurez-vous d'être conforme de ce côté-là. Ensuite, les actions sont reliées aux besoins de la région étant la Montérégie. C'est sûr qu'on n'a pas, il y a plusieurs IRC qui établissent leurs priorités ou certains besoins précis. Nous, on n'a pas fait l'exercice encore, mais vous devez quand même préciser à quel besoin là, vous rattachez votre demande. Je voulais juste vérifier quelque chose. C'est ça. Fait que l'enjeu ou le besoin. Évidemment, les actions doivent avoir lieu hors des 25 heures d'enseignement, donc pour éviter le double financement. Les actions doivent être concertées avec une ou des écoles, le centre de service scolaire ou la commission scolaire. Donc, c'est obligatoire d'avoir un partenaire scolaire au niveau du projet. Donc là, je mentionne ça, mais il y a aussi les établissements postsecondaires, puis une école, c'est évidemment le primaire secondaire. Donc, ça, c'est maintenant obligatoire, puis c'est pour encourager vraiment la collaboration entre le milieu scolaire et les autres acteurs du milieu. Les actions ciblent prioritairement les élèves les plus vulnérables. Donc, ça, la vulnérabilité, le ministère s'est donné une définition. En fait, c'est beaucoup les jeunes provenant de milieux défavorisés ou encore avec difficultés d'apprentissage, handicapés. Si, avec l'arrivée de la pandémie, ça a fait que la notion de vulnérabilité s'est un peu élargie aussi parce que les jeunes sont devenus un peu tous vulnérables d'une certaine façon. Mais si vous ne vous rattachez pas à ces notions-là de vulnérabilité, précisez-nous c'est quoi pour vous, parce qu'il faut vraiment que cette notion-là soit couverte et précisée là, au niveau, surtout quand on envoie les demandes au ministère. Ensuite, les actions sont reconnues efficaces selon la recherche. On parle ici de données probantes. On ne vous demande pas d'élaborer toutes les théories et les données comme telles, mais c'est de mettre des références. Fait qu'on demande peut-être au plus 5 références pour venir supporter les actions là, que vous voulez proposer dans votre projet. Michela va en reparler tantôt, mais à ce niveau-là, je sais qu'il y a souvent eu par le passé beaucoup de questionnements par rapport aux données probantes, certaines difficultés. Fait que Michela, avec l'aspect du support, peut vous aider de ce côté-là, puis elle va vous en parler tantôt. Ensuite, le projet déposé, bien, effectivement, il y a un impact directement sur les jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres acteurs impliqués ou d'autres intervenants, des parents, etc. Mais il faut qu'au bout du compte, évidemment, l'impact soit pour les jeunes. Ça faisait le tour des critères officiels d'admissibilité au niveau du MEC. Ce qu'on a ajouté au niveau de l'IRCM, c'est que, évidemment, le siège social de l'organisme doit se situer sur le territoire de la Montérégie. Ensuite, on demande des lettres d'engagement qui sont obligatoires pour chacun des partenaires. Ça, c'est très important. Ça n'a pas toujours été. C'est là depuis les derniers appels de projet. Puis, ce n'est pas une lettre de soutien là, ou d'appui, c'est vraiment une lettre d'engagement. Donc, ça vient vraiment confirmer ça va être quoi le rôle du partenaire concrètement, puis c'est quoi sa contribution, qu'elle soit financière ou non financière, que ce soit un prêt de service, un prêt de ressources. Il faut que ce soit spécifié. Puis, on a mis un modèle de lettre sur le site Internet. Donc, vous pouvez partir de ce modèle-là puis le modifier au besoin. Mais ce qui est dans notre modèle, il faut au moins que ça se retrouve dans votre lettre.
Puis, on parlait de partenaires scolaires obligatoires, donc ça leur prend une lettre d'engagement. Et si vous avez d'autres partenaires, que ce soit du milieu communautaire, du milieu municipal, peu importe, ben ça va prendre aussi les lettres d'engagement de chacun de ces partenaires-là. Il y a une question, Manon. Oui. Oh, excuse, fini. Je pensais que tu avais terminé. Fini la dernière ligne, puis on prendrait Ben, la en fait, question. c'est ça, je l'ai déjà mentionné précédemment, mais le financement demandé doit être d'un minimum de 10 000 $. J'en ai parlé tout à l'heure. Fait que c'est ce qui fait le tour là, des critères d'admissibilité comme tel. Fait que, oui. Alors, la question vient de... Suzy. Ah, c'est Suzy. Oui. Puis, La main jaune cache ta figure, alors je ne voyais pas. Oui. parfait. Dans les critères d'admissibilité, on parle d'un projet qui doit avoir un impact sur les jeunes. Est-ce que la clientèle adulte qui revient à l'école, est-ce que ça peut faire partie du critère d'admissibilité? Parce qu'on parle de réussite, de persévérance aussi. Ben, disons que l'IRCM a statué dans son plan stratégique que c'était de 0 à 24 ans. Donc, pour commencer, là, parce que c'est le premier plan stratégique de l'IRCM depuis le premier. Donc, c'est sur une période de 3 ans, 21-24. Alors, on a circonscrit ces jeunes-là. Et pour le ministère, par exemple, on a eu un projet de transition secondaire cégep, puis j'ai été obligée de vraiment donner plus d'informations au ministère pour dire que ça incluait des jeunes du collégial. Alors, donc, c'est plus misé sur les jeunes, puisque Parfait. c'est le ministère de l'Éducation qui finance. Merci, c'est très éclairant. C'est certain qu'éventuellement, il va y avoir des élargissements parce qu'en ce moment, le ministère de l'Éducation se rend compte de l'importance des transitions scolaires. Donc, l'importance petite enfance, primaire, secondaire, mais secondaire, cégep. Puis l'importance aussi des jeunes qui reviennent après avoir soit arrêté ou peut-être être allés travailler, puis après ils reviennent. Alors, ça va s'élargir, mais pour la fin de cette entente-ci, c'est vraiment plus les jeunes. Moi, je ne vois pas d'autres mains levées. Non, moi non plus. Je vais poursuivre, mais juste avant de rentrer dans les dépenses admissibles avec Chantal, je voulais juste mentionner, parce qu'on me pose souvent la question si les gens peuvent déposer plus qu'un projet. Fait qu'il n'y a rien qui vous empêche de déposer plus qu'un projet. Par contre, selon qu'est-ce qui est déposé dans l'ensemble des projets, selon les budgets disponibles versus les budgets demandés, ben ça se peut qu'on ait à faire des choix. On a les critères d'admissibilité là. C'est sûr que des fois, il y a des projets qui sont éliminés parce qu'ils ne répondent pas à certains critères ou ça ne cadre pas. Mais mettons tous les projets recevables. Puis si j'ai pas assez de budget pour répondre à tout ça, il faut faire des choix. Fait qu'alors là, ceux qui déposent 2 projets, on va minimalement juste n'en considérer qu'un. Fait que si jamais vous déposez 2 projets, peut-être spécifier lequel, mettons priorité 1 puis priorité 2, là, à savoir lequel qu'on doit prioriser si on ne peut pas nécessairement accepter les 2. Alors voilà. Là, il y a une main levée. Oui. Mais je ne vois pas la personne. C'est Julie Gagnon. Julie, oui. Oui. En fait, ma question, c'est justement concernant, par exemple, 2 projets. Est-ce que dans le même projet, on peut cibler les élèves premier cycle avec une partie du projet, deuxième cycle avec une deuxième partie du projet, troisième cycle avec... Parce qu'on ne parle clairement pas des mêmes besoins non plus, la même méthode d'intervention lorsqu'on est avec un jeune de, par exemple, 6 ans avec un jeune de 10 ans. Alors, si on y va là, avec ça, est-ce que ça peut être inclus dans le même projet? Ben oui, il y a des projets souvent qui traitent
qui parle, mettons, bon, ben pour les premiers cycles, on va faire tel truc, les deuxièmes cycles, on va faire tel autre truc. Fait que j'ai déjà vu ça, fait que ça peut se faire tant que le projet est clairement bien expliqué, il n'y a pas de problème. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Fait que je te laisserai poursuivre, Chantal, avec les dépenses admissibles et non admissibles. Oui, merci Manon. Alors, effectivement, là, on parle de la partie budgétaire. Et comme c'est un dépôt de projet, les dépenses admissibles, ce sont les dépenses qui sont liées à la réalisation du projet. Il faut vraiment que ce soit ces dépenses-là qui soient ciblées. Pour les salaires, il faut que les taux qui sont réclamés, soit un salaire sur une base annuelle ou un taux horaire, que ce soit comparable avec ce qui se verse dans les organismes similaires ou, par exemple, si c'est un conseiller ou une conseillère pédagogique qui est demandé, bien, ce n'est pas un salaire qui dépasse les salaires qui sont versés au niveau du secteur public. Les frais de gestion, c'est pour les responsables de projet. Donc, ça vous permet d'avoir un coussin pour gérer le projet. Alors, c'est un maximum de 15 du montant total des dépenses. Alors, quand vous additionnez vos dépenses, vous pouvez ajouter jusqu'à un maximum de 15 de frais de gestion. Maintenant, ce qui n'est pas admissible, c'est que s'il y a d'autres subventions qui remboursent certaines parties de dépenses, vous ne pouvez pas les demander 2 fois ces dépenses-là. Donc, par exemple, s'il y a des taxes qui sont remboursées par d'autres subventions, ce n'est pas admissible. Des dépenses de financement régulier de l'organisme qui ne sont pas directement reliées au projet, ce n'est pas admissible non plus. Mettons qu'on a un organisme qui doit payer un loyer, il peut imputer une partie du loyer au projet s'il y a des endroits qui sont utilisés dans le projet, mais l'organisme ne peut pas réclamer la totalité du loyer. Alors, il faut vraiment que ce soit relié au projet. Manon a donné les étapes tantôt. Alors, il faut absolument attendre l'acceptation du projet par le MEC avant de commencer à dépenser. Donc, ce qui est dépensé avant l'acceptation, ce n'est pas admissible. On ne finance pas de dépenses d'immobilisation, bâtiment, terrain. Si, mettons, vous soumettez un projet avec un budget de 20 000, vous justifiez à la reddition de compte 25 000 de dépenses, mais le dépassement de coût n'est pas financé. Alors, il faut que vous respectiez le budget qui a été accepté. Si vous avez un autre organisme qui vous finance, il ne peut pas y avoir double financement. Donc, les dépenses qui sont remboursées par un autre programme ou un autre bailleur de fonds ne peuvent pas être réclamées à l'IRCM. Et si jamais l'organisme a un emprunt, c'est sûr que toutes les dépenses reliées à l'emprunt ne peuvent pas être réclamées à même le projet. Et effectivement, ce qui est consenti, ça ne peut pas se substituer aux autres programmes qui existent. C'est le projet qui est financé et ce sont ces dépenses-là qui sont admissibles. Est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais juste revenir avant sur les frais de gestion. On parle vraiment du total des dépenses, du montant qui est demandé en financement à l'IRCM. Parce que des fois, il y a des projets que le financement demandé va représenter 80 du projet. Fait que c'est pas le total, là, incluant, mettons, les autres partenaires qui contribuent financièrement. Fait que c'est vraiment sur la partie qui est demandée en tant que financement. Et c'est toujours le 15 ultimement, ça va être le 15 des dépenses réelles. Fait que même si on accepte votre projet avec le budget présenté, on sait qu'un budget, c'est un budget, mais dans la reddition de compte, les frais de gestion, même si on a accepté 3 000 qui était 15 du montant total, si votre projet finalement a coûté moins,
ben, on va prendre le 15 du montant du projet, là. Inversement, ben, ça ne peut pas être plus que le montant qui a été octroyé, mais on le regarde, ça, là, le pourcentage de frais de gestion. Il me semble que ce n'est pas clair ce que je viens de dire, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions si ça ne l'est pas. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Julie, il y a une main levée. Est-ce que c'est une vieille main? Fait que s'il n'y a pas de questions, je poursuivrai tout de suite avec les documents obligatoires à fournir. Donc, il y a évidemment le formulaire de dépôt. Tous ces documents-là, mis à part la résolution, là, sont disponibles sur notre site Internet. Donc, il y a le formulaire de dépôt que vous devez nous retourner en version électronique. Donc, vraiment pas une version imprimée ou une version PDF. Il faut vraiment que ce soit la version dynamique parce que nous, on manipule les données puis c'est beaucoup plus facile. Puis des fois, on ne voit plus ce que vous écrivez. Si c'est trop long, ben avec une version imprimée, on ne voit pas. Donc, le formulaire de dépôt, la grille budgétaire, elle aussi, de la version électronique. Donc, puis la grille budgétaire, c'est important. Là, je vais essayer de faire le tour des documents par la suite. C'est important d'indiquer les contributions du promoteur, ben, de l'organisme fiduciaire ou des partenaires pour avoir une vue d'ensemble du projet. Fait que si vous, en tant qu'organisme, vous mettez des sous, comme je le disais tantôt, que ce soit financier ou en prêt de service, indiquez-le. Puis, même chose pour les partenaires. Puis, évidemment, bon, les frais de gestion, on en a parlé. Ensuite, les lettres d'engagement, comme j'ai parlé un petit peu plus tôt, qui sont obligatoires. Il y a le modèle sur notre site. Donc, c'est de préciser le rôle puis spécifier toute contribution de la part des partenaires. Puis, en gros, logiquement, ben, ce qui est dans la lettre devrait se refléter d'une façon ou d'une autre dans le budget aussi. Puis, une résolution du conseil d'administration, évidemment, qui autorise là, la personne identifiée responsable de déposer une demande de financement puis de signer les documents là, afférents à cette demande-là, ainsi que la reddition de compte en fin de projet. Puis, quand on parle des lettres, là, on pourrait vraiment aller jusqu'à refuser un projet si on n'a pas les lettres d'engagement requises. Donc, c'est un élément qui est vraiment important. J'aimerais ça, malgré que je sais que la majorité d'entre vous avez déjà vu nos... Il y a une question, Manon, excuse-moi Oui. de t'interrompre, Mme Caron. Oui. Oui, merci. Pour les lettres d'engagement, nous, c'est sûr qu'on va demander une lettre d'engagement aux écoles dont on veut poursuivre. Là. C'est ça, là, notre projet, si le projet est accepté. Mais c'est sûr qu'on voudrait aussi regarder pour l'offrir dans une autre école, pour rejoindre aussi le plus de familles issues de l'immigration. Mais c'est sûr que cette école-là, on y pense, mais c'est sûr que ça va se décider peut-être à la table là, des directions, je ne sais pas. Là. Fait que c'est pour ça. Fait que si on n'a pas la lettre d'engagement de toutes les écoles où on veut faire le projet, ce n'est pas grave. Hein? Du moment qu'on en a 2 ou 3, c'est correct. Bien, je vous dirais, ça dépend toujours du type de projet. Là. Dans un cas comme ça, idéalement, on aimerait ça les avoir pour la date de tombée là, qui est le 8 avril. Si on en a au moins quelques-unes puis que vous envisagez, bien, on peut vous demander de vous engager à nous fournir la lettre une fois que c'est confirmé. T'sais, si ça ne met pas en péril le projet comme tel, puis si c'est pas, ça dépend, qu'est-ce que ça implique au niveau du budget, d'avoir ou pas avoir cette école-là, etc. Fait que je vous dirais que rendu là, ça peut être du cas par cas. Là. On n'est pas hyper rigide, puis non, on peut jaser, mais on peut vous demander un engagement de l'avoir peut-être à telle date ou peut-être avant qu'on envoie au ministère selon la situation. Une autre question, Valérie. Oui, Sonia. Bonjour. Pour faire du pouce sur la dernière... Sonia, je m'excuse, vous l'avez dit. C'est parce que j'ai l'ordinateur de Valérie. Oui, c'est ça, là, mais ça a été dit au début, puis ça m'est parti de l'idée. Pas grave. C'est ça, pour faire du pouce sur la dernière question, c'est ça, c'est que parfois, c'est comme le projet qu'on a en tête, c'est vraiment de susciter des nouvelles collaborations.
Mais je veux dire, ça fait partie du projet quelque part. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des rencontres, c'est de se présenter, etc. Donc, nous, on le voyait comme partie prenante du projet. Donc, c'est un peu difficile d'obtenir une lettre d'engagement des écoles au préalable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est sûr qu'il y a certaines écoles avec qui on collabore déjà, ça va être facile. Mais pour des nouvelles écoles, c'est plus justement dans le projet que ça va se développer. Encore là c'est dur à dire là, parce qu'on a comme juste on n'a pas le projet comme tel en détail, mais c'est sûr que ça peut être, on peut considérer, là, tout dépendant, comme je disais tantôt, de la nature du projet. OK. Fait que si ça soit bien expliqué, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait OK. que c'est des choses qui pourront être travaillées là, un à un, en cas par cas. Là. OK. Merci. Ouais, je vais juste faire le tour rapidement des documents. Ici, est-ce que vous voyez ça, c'est le formulaire. Est-ce que c'est assez gros? C'est bon. Voilà. Donc, assurez-vous de nous envoyer la version vraiment du formulaire pour mai 2022 là, et de ne pas prendre une version antérieure. La première partie, information sur l'organisme fiduciaire, c'est des trucs assez là, communs, donc je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Les informations sur le projet aussi. Description sommaire, ça, c'est quelque chose qui s'en va souvent directement au ministère parce que ce n'est pas toute la demande. Là. Nous, on envoie comme un résumé, si je peux dire, au ministère, mais c'est sûr que la description sommaire, eux, ils veulent en avoir une. Puis dites-vous que c'est la seule chose qui vient décrire votre projet. Fait que allez-y, puis de façon très concise, mais quand même assez claire. Donc, c'est pas nécessairement là qu'il faut que vous pouvez décrire votre organisme comme tel. On parle vraiment d'une description du projet. L'enjeu ou le besoin, ça revient à ce qu'on disait tantôt dans un des critères, c'est de répondre à un besoin de la région. Donc, c'est ici que vous pouvez venir spécifier à quel enjeu ou besoin votre projet vient répondre. L'objectif principal, ensuite, on a les déterminants principaux et secondaires, les groupes de jeunes. Ça ne pose pas de problème habituellement. Au niveau de la stratégie pour rejoindre les groupes de jeunes visés, c'est oui de nous préciser comment vous allez les rejoindre, mais encore là aussi de comment vous allez maintenir l'engagement puis l'implication. Parce que des fois, OK, vous avez rejoint ça, puis mettons, on va faire quelque chose avec les parents, puis eux, après, ils vont passer, ils vont le faire à la maison avec les enfants. OK, mais comment que. Oui, tu as rejoint tes parents, puis tu as eu beaucoup de parents, mais comment que vous vous assurez que ce transfert-là est fait avec l'enfant? Fait que c'est un peu. Puis de garder, comme des fois, des projets avec des ados. Bon, ben, comment vous les gardez si ça dure sur X semaines? Comment vous gardez leur motivation et tout ça? Fait que d'élaborer un petit peu là-dessus. Au niveau de la réalisation du projet, c'est ici que vous allez indiquer les partenaires, là, comme on disait, les partenaires scolaires, centre de services scolaires, commission scolaire, école, établissement postsecondaire. Fait que c'est de marquer les noms. Là. Quand je dis les noms, c'est le nom de l'organisme et non pas le nom des personnes contacts avec qui vous faites affaire, puis leur rôle, qui devrait aussi se retrouver dans la lettre d'engagement. Puis, autres partenaires, si vous en avez, c'est de venir les ajouter ici aussi. Ensuite, vous avez les activités, donc vos objectifs spécifiques, puis c'est quoi les activités proposées pour venir répondre à ces objectifs-là. Gardez en tête que ça soit toujours réaliste et réalisable. Donc, c'est sûr que si on met 42 objectifs, peut-être que c'est plus difficile après ça de les atteindre. Puis d'essayer que ce soit mesurable. Aller dans les objectifs SMART. Je donne un exemple, un objectif d'améliorer l'estime de soi. Ben oui, mais encore là, comment vous allez démontrer que l'estime de soi a été améliorée? Fait que c'est juste de garder ça en tête quand vous déterminez puis que vous mettez en place vos objectifs puis les activités reliées. Le reste, c'est assez... ça ne représente pas nécessairement de problématiques quand on les reçoit.
Fait que voilà pour le formulaire. Puis au niveau du budget, ça n'a pas changé. Donc, vous remplissez les cases blanches et les totaux, sous-totaux vont se calculer automatiquement. Puis on vient ici, vous allez voir, va se calculer justement le pourcentage par rapport au total du projet, le pourcentage de financement demandé, le pourcentage qui est mis par le promoteur, puis le pourcentage par les partenaires. Puis, ce qui est important dans le budget, vous pouvez évidemment décrire la dépense ici, mais il y a encore de la place ici dans les justifications. Si vous voulez mettre, il n'y a jamais comme trop d'informations. Je ne vous dis pas là, de faire quelque chose de hyper détaillé, mais juste pour qu'on comprenne bien la dépense. Parce que sinon, ben, on vous revient, puis on repose des questions, puis là, des fois, si vous ne voulez pas qu'on vous achale trop souvent, juste de le détailler en partant, mais c'est ça. Des fois, ça se peut qu'on vous revienne si on ne comprend pas exactement qu'est-ce qui est inclus dans la dépense. Alors, voilà. Moi, ça fait le tour des documents obligatoires. Là, je pense que je suis repartie du début. Ça ne sera pas long. Donc, les demandes, les documents qu'on vient de parler, donc le formulaire, le budget, les lettres d'engagement et la résolution doivent être transmises à nos 2 adresses, à Michela et moi. Donc, vous avez à l'écran que vous avez sur le site Internet et c'est au plus tard le 8 avril à minuit, comme on l'a mentionné au début. Maintenant, je vais vous laisser avec Michela qui va vous parler un petit peu plus en détail du service de soutien qui est offert autant avant, pendant, puis après l'acceptation et la réalisation du projet. Il y a Julie Gagnon qui a une question. Oui, je veux juste être certaine, Manon, est-ce que j'ai compris qu'on envoie aux 2 adresses ou à une des 2 adresses? Aux 2. Aux 2 adresses. C'est juste pour être sûr qu'on n'en perde pas s'il y en a qui sont, sinon on est absente ou pas. Là. Parfait. Puis, j'ai une question vraiment technique par rapport aux envois parce que moi, c'est souvent moi qui monte la documentation, qui fait le lien entre les écoles ou les différents partenaires. C'est ma directrice qui s'occupe d'aller chercher la résolution du conseil d'administration et qui est la signataire du dépôt final du projet. Donc, moi, j'envoie mes choses à elle. Ensuite, elle vous l'envoie. Mais dans les acceptations, puis ça, c'est vraiment à titre personnel, là, c'est elle qui va recevoir, dans le fond, la lettre d'acceptation. Je veux juste savoir, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Parce que si moi, j'envoie des choses puis que c'est vraiment signé par la direction, je veux juste être certaine qu'il n'y ait pas des affaires là, qui ne soient pas bien compris dans un dépôt de document. Là. Ultimement, moi, je retourne toute communication officielle à la personne qui va être mentionnée dans le formulaire comme responsable. Fait que même si, mettons, c'est toi qui envoies les documents, c'est correct aussi, là, puis si ta personne est en copie mais moi, quand je vais faire des retours, je vais communiquer vraiment avec la personne qui est spécifiée. C'est sûr qu'à un moment donné, j'apprends à vous connaître, puis je sais que telle personne est toujours là. Fait que là, des fois, de mémoire, je vais rajouter les gens, mais des fois, j'oublie, puis je ne connais pas encore tout le monde en détail. Là, fait que c'est ça. Moi, je prends la personne contact officielle pour les retours. Merci. Donc, je vais vous parler un tout petit peu du soutien que l'IRCM offre. Donc, en ce moment, quand vous allez préparer la rédaction de votre projet, comme Manon a montré tout à l'heure dans le formulaire, il y a la partie description sommaire du projet. Donc, vous allez commencer à rédiger le 100 mots, 150 mots, et quand vous êtes rendu à cette étape et que vous avez besoin d'aide par rapport aux données probantes, donc vous pouvez me contacter par courriel ou par téléphone. Et là, je peux vous aider à trouver des références, 5 ou 6 références. En fait, le fait que vous remplissez cette partie me donne vraiment des idées. Est-ce que c'est l'éveil à la lecture? Est-ce que c'est la motivation? Et dès là, j'oriente ma recherche. Et par la suite, si vous avez des questions techniques, donc je suis là pour vous aider jusqu'au dépôt le 9 avril. Et quand les projets sont acceptés,
comme ce que je fais actuellement avec d'autres projets de l'année dernière ou de ce qui est en cours. Donc, je suis en contact permanent avec tous les responsables du projet pour échanger sur les enjeux du projet. Est-ce que le projet s'est bien déroulé? Est-ce qu'il y avait des problèmes particuliers? Donc, je suis là. Et puis aussi, je suis en train de préparer des outils de journal de bord pour mieux vous aider plus tard pour la reddition de comptes et par rapport au rapport que vous allez déposer au mois de septembre. Je voulais simplement signaler cette partie de la réalisation du projet. C'est vraiment l'importance de la proactivité. Si des fois, il y a des éléments majeurs qui fait que le projet ne peut pas débuter à temps ou vous rencontrez un grand problème, donc c'est très important de m'écrire ou de me téléphoner parce qu'on a quand même beaucoup de projets à accompagner. Ceci m'aide vraiment à vous accompagner s'il y a des éléments qu'on peut vous aider pour la réalisation du projet. L'important vraiment, c'est que l'IRCM n'est pas là comme une police pour surveiller, mais c'est vraiment vous aider à la réalisation du projet. Et par la suite, quand vous allez terminer le projet, c'est vraiment vous accompagner lors de la reddition de comptes. Et plus tard, vraiment vous aider à faire rayonner vos projets, comme on fait actuellement avec des projets qui étaient réalisés l'année dernière en glissade de l'été. Donc, on va faire des fiches, trouver les éléments qui ressortent du projet, des outils. Donc, on est vraiment là dans l'objectif de faire rayonner vos projets, mais aussi à un moment donné, se faire rencontrer tous les responsables du projet. Donc, c'est là. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire ou à me téléphoner. La plupart du temps, les gens m'écrivent un petit courriel et par la suite, nous, on fait des rencontres team de 45 minutes, de 1 heure. Et là-dedans, soit le coordonnateur du projet, toute seule ou des fois avec l'animateur ou la chargée de projet. Et là, on échange vraiment comme une discussion de ce qui s'est passé pendant le projet. Donc, ça me fait plaisir vraiment d'être là pour vous accompagner tant sur l'aspect technique et aussi pour la réalisation du projet jusqu'à la reddition de comptes et au rayonnement de vos projets. Merci beaucoup. Merci, Michela. Puis si je peux revenir sur le soutien avant le dépôt, je veux juste mentionner pour pas qu'il y ait des attentes pas non justifiées, là, mais oui, on offre un support avant le dépôt du projet qui ne veut pas nécessairement, ça ne garantit pas que le projet va être approuvé, malheureusement. C'est on est là pour soutenir puis s'assurer que vous répondez comme il faut au formulaire et tout ça, mais c'est pas parce qu'il y a eu un support, par exemple, de Michela que le projet va être automatiquement approuvé parce que, ultimement, Michela et moi, on anime là, le comité d'analyse, mais c'est eux qui analysent les projets. Puis il y a un processus de plus en plus rigoureux par rapport à ça, avec des cotes et tout ça pour l'acceptation des projets. Donc, je voulais juste préciser ça parce qu'on s'est aperçu qu'il y en a qui prenaient ça comme une garantie presque d'acceptation, ce qui n'est pas le cas. Puis sinon, ben, c'est vraiment intéressant. Là, plus ça va, plus on commence à être habitué avec ce service-là. Puis, comme Michela disait, ce qui va être intéressant éventuellement, c'est de mettre des responsables de projet ensemble, puis d'initier des échanges, puis de trouver. Des fois, il y a quelqu'un qui a une problématique X, on sait que tel autre projet a eu une problématique similaire, donc on peut mettre en contact, etc. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec Michela là, quand vous en avez besoin. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au soutien? Non, je vais poursuivre. Donc, j'ai remis les coordonnées de Michela, mais évidemment, elles sont sur le site Internet aussi. Donc, de communiquer par courriel. Parfois, c'est plus facile par courriel. Puis ensuite, on prend pour céduler un rendez-vous, que ce soit par Teams ou téléphone ou peu importe. Donc, pour terminer, je vais récapituler un petit peu les étapes. Donc, il y a la réception des documents qui est pour le 8 avril à minuit. Donc, tous les documents auxquels on a fait allusion tout à l'heure.
Ensuite, il y a l'analyse puis la sélection des projets recommandés par le comité d'analyse. Donc, je viens d'y faire allusion. Il y a à peu près 6 membres sur ce comité-là, plus nous de l'IRCM. Et c'est vraiment là, il y a une grille de pointage qui est envoyée. Chaque projet est analysé par 2 ou 3 analystes et on reçoit leurs cotes et selon les cotes, il y a un classement qui est fait. Et encore là, selon le budget disponible versus le budget demandé, bien, si le budget demandé dépasse, bien, encore là, il faut qu'on établisse une certaine équité. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'on couvre comme territoire. Est-ce qu'il y a un territoire qui a plus de projets que d'autres? Puis là, bien, c'est comme ça un peu qu'on va répartir si on a des choix, malheureusement, des fois difficiles à faire. Donc, une fois que ça c'est fait, ça s'en va au conseil d'administration de l'IRCM qui va valider le tout. Et nous, on envoie ensuite les projets au ministère, donc le 15 mai. Le ministère va faire son approbation, comme on vous disait, de 4 à 8 semaines et va nous retourner les réponses. Et nous, à chaque étape, on vous tient au courant. Donc, si jamais votre projet ne se rend pas jusqu'au ministère, on va aviser que malheureusement, il n'a pas été retenu et on va expliquer pourquoi de façon constructive pour que si vous voudriez, par exemple, le soumettre à nouveau, vous puissiez le faire. Une fois qu'on a la confirmation du MEC, on vous envoie une lettre de confirmation, puis ensuite une convention d'aide financière que vous signez, vous nous retournez, et c'est à ce moment-là qu'on peut vous faire votre premier paiement qui correspond à 75 du montant autorisé. Le dernier versement de 25 va être fait avec la reddition de compte qui, elle, doit être faite pour le 30 septembre 2023 et nous, on a jusqu'au 31 octobre pour l'envoyer au ministère. Donc, à peu près jusqu'au 30 octobre pour qu'on vous verse le deuxième versement. Je voulais le mentionner aussi aujourd'hui pour ceux qui ont déjà vu nos documents de reddition de compte. On est en train de les refaire. Donc, ça va être disponible quelque part au printemps. On va vous aviser aussitôt que ce sera disponible. Puis, on va probablement faire aussi un webinaire pour vous expliquer les nouveaux documents de reddition de compte. Le but n'étant pas de complexifier la chose, mais d'aller un petit peu plus loin parce que nos documents, oui, bon, au niveau financier, là, ça va se ressembler pas mal, mais au niveau plus qualitatif, on va aller un petit peu plus loin là, parce que c'était pas l'idéal comment c'était fait. Certains nous donnaient beaucoup, beaucoup d'informations, d'autres très, très peu. Donc, on a essayé de bâtir quelque chose pour que ce soit plus facile aussi que juste un document Excel là, pour ce type d'exercice-là, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, bref, aussitôt que ce sera disponible, on vous reviendra avec ça. C'est tout. Ça fait pas mal le tour. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, je vais arrêter l'enregistrement.